Le tiers saisi dans la jurisprudence de la Cour commune de justice et d'arbitrage, CCJA en sigle. Cet ouvrage paru en 2020, juste après les confinements, donc c'est le fruit des durs labeurs durant les confinements. Cet ouvrage, disons-le clairement, est assez important, d'une importance capitale, disons-le. On sait que le tiers saisi, on peut le devenir volontairement ou involontairement. Je l'expliquerai plus tard. Le tiers saisi joue un rôle très capital. Mais disons un mot sur la CCJA. Pourquoi avons-nous parlé du tiers saisi selon la CCJA? La CCJA, Cour commune de justice et d'arbitrage, c'est la juridiction suprême de 17 États partis à l'OHADA, qui est en fait principalement une juridiction de cassation, ensuite une juridiction d'arbitrage, et qui a également d'autres rôles, notamment d'annulation des arrêts des cours suprêmes des États partis, d'interprétation des as uniformes, etc. Et donc, en ces titres, la CCJA, c'est le dépositaire suprême de la lettre et de l'esprit du traité de Port-Louis et de ses as uniformes. C'est pourquoi nous avons voulu puiser à la source, c'est-à-dire aller chez le dépositaire central, le dépositaire suprême, pour obtenir le signifié transcendantal du concept de tiers saisi, au-delà de ce que le traité et les as uniformes consacrent comme définition. Alors, le tiers saisi, en fait, c'est tout tiers qui détient effectivement les avoirs du débiteur, c'est-à-dire toute personne autre que les deux personnes qui ont contracté, c'est-à-dire entre le créancier et le débiteur, c'est toute autre personne, mais qui détient effectivement les deniers ou les avoirs appartenant au débiteur. Les tiers saisis, comme l'a dit la Cour commune de justice et d'arbitrage très récemment dans l'arrêt deuxième chambre numéro 193-2019 du 27 juin 2019, la CCJA a opiné en disant le tiers saisi, ce n'est pas cette personne ou morale ou physique dont on a la présomption de détenir les biens du débiteur, mais celle qui détient effectivement les deniers ou les biens du débiteur. Donc, il faudrait que, effectivement, le tiers saisi détienne. Je souligne les concepts ou l'adverbe « effectivement » parce que la plupart des gens estiment que dès lors que vous êtes, prenons pour le cas des établissements financiers, on estime que voilà, le fait d'avoir simplement un compte chez les banquiers est automatiquement débiteur. Non, il y a des conditions. Il faudrait que la détention soit effective, c'est-à-dire que les comptes soient créditeurs et non débiteurs. Il faudrait que les comptes débiteurs, c'est un compte, le client n'a pas de deniers. C'est un compte où les clients, plutôt que d'avoir des deniers dans son compte, c'est plutôt lui qui doit à la banque. Donc, en ces conditions-là, le banquier n'est pas un débiteur parce qu'il ne détient pas effectivement. Et même s'il les détenait, c'est que le client doit à la banque est supérieur à ce que la banque lui doit. Et donc, dans ces conditions-là, on peut comprendre que le tiers saisi, c'est celui qui détient effectivement. Mais sur le plan normatif, nous avons 4 dispositions importantes en matière de la réglementation sur les tiers saisis. L'acte uniforme qui porte organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution en ses articles 38, 80-81,
156 et 168. Ces 5 dispositions de cet acte uniforme réglementent non seulement les comportements du tiers saisi, mais également les sanctions qui peuvent s'ensuivre en cas de déviation comportementale de la part de tiers saisi. L'article 38, en effet, de l'acte uniforme qui porte organisation des procédures simplifiées des recouvrements et des voies d'exécution dispose clairement que les tiers saisis, le tiers d'abord, ne peut faire obstacle à la procédure de recouvrement ou à la protection d'une créance. Et cet article rajoute que tout manquement du tiers saisi, tout manquement, c'est là où il y a la sanction, peut conduire soit au paiement des causes de la saisie, c'est-à-dire ce que les débiteurs devaient payer, vous, tiers saisi, vous allez payer lorsque vous commettez un manquement, ou soit, deuxième possibilité, paiement de dommages et intérêts. Vous avez la possibilité, ou en cas de manquement, de tout manquement de tout genre, d'être condamné également aux dommages et intérêts. Ou les deux. Soit vous pouvez être condamné au paiement des causes de la saisie, soit aux dommages et intérêts, tout comme vous pouvez être condamné au paiement du principal et des dommages et intérêts. Donc, il est assez clair à ce stade que les sanctions contre les tiers saisis sont prévues à l'article 38 de l'acte uniforme sus-allusionné. L'article 80 et 81, 156, pose les principes. Quel doit être le caractère des déclarations du tiers saisi? Comment doit-il se comporter? En cas de déclaration inexacte, le tiers saisi peut être condamné. En cas de déclaration versatile, des déclarations mensongères, des déclarations incomplètes, on peut même, la liste est longue parce que l'article 38 dit tout manquement. Mais il y a une spécificité à l'article 168 de l'acte uniforme qui porte organisation des procédures simplifiées des recours et des voies d'exécution. Cet article dispose en effet que le tiers qui, après avoir fait sa déclaration exacte, véridique, et à la présentation du certificat de non-contestation ou encore de la décision rejetant la contestation, qui refuse de payer, eh bien, ce tiers saisi peut être poursuivi pour non-paiement des sommes déclarées, qui est également un manquement tel que prévu à l'article 38. Et donc, il peut être condamné au paiement des sommes déclarées, mais aussi aux dommages et intérêts. Et cela constitue un complément à ce qui est prévu aux articles 38 et suivants. Alors, mais peut arriver, nous devons le dire assez clairement, que le créancier qui est déjà déterminé du fait de l'insolvabilité de son débiteur exagère parfois dans ses appréciations, surtout lorsqu'il s'agit des banquiers. L'article 161 de l'acte uniforme qui porte organisation des procédures simplifiées, des recouvrements et des voies d'exécution donne une possibilité aux banquiers, aux établissements financiers de pouvoir changer sa déclaration en ayant 15 jours. Il peut y arriver, c'est pourquoi la plupart des fois, les banquiers, lorsqu'ils font des déclarations, ils disent sous réserve des déclarations en cours. Pourquoi? Parce qu'il peut arriver que lors de la déclaration au siège social de la société, pendant que l'on est en train de déclarer, pendant ce temps, une opération est en train d'être faite au sein d'une agence quelconque. Les clients de la banque, qui est ici débiteur, est en train de retirer l'argent dans une filiale ou dans une succursale de la banque. Mais entre-temps, on est en train de faire une déclaration. Entre-temps, et la banque peut vous dire, voilà
notre client qui est votre débiteur en nos livres détient 1 million de dollars. Mais pendant ce temps, il y a une opération en cours. Il y a un virement déjà enclenché où il est en train de faire les retraits au guichet. Cela peut apparaître dans la machine de celui qui déclare peut-être 30 ou 40 ou 1 heure après. C'est ainsi qu'à l'article 161, le normateur OHADA a prévu une possibilité en donnant 15 jours à la banque de pouvoir amener des informations complémentaires sur les avoirs ou les deniers du client qui est le débiteur. Et cela n'est pas un manquement. Parce que la plupart des fois, nous voyons les banques déférer sur le box des accusés du fait des déclarations versatiles selon les qualifications des créanciers. Non. Il faut bien lire les prescrits de l'article 161. La banque, en ayant 15 jours, a la possibilité de pouvoir amener des informations supplémentaires. Dire voilà, les jours où vous étiez venu, où on vous a déclaré, pendant ce temps, il y avait une opération en cours et que cela a modifié le montant déclaré. Cela n'est pas un manquement. Et les gens doivent être informés pour éviter de tout le temps drainer devant le juge les banquiers qui travaillent dans un système, quoique informatisé, mais l'informatique a également ses limites. Parce que la conversation qui est faite à Ngaba, dans l'agence, par exemple, Robank de Ngaba, un client qui est en train de retirer l'argent là-bas, eh bien, la direction générale le saura peut-être 1 heure ou le soir. C'est ainsi qu'il est subtil pour les cas particuliers. D'ailleurs, les prescrits de l'article 161 est exclusivement réservé aux banquiers. Et donc, il est important que les banquiers ne soient pas tout le temps déférés pour avoir modifié leur déclaration. Je voudrais ici aller vers ma conclusion en disant qu'il peut aussi arriver que les banquiers détiennent un compte, bien sûr, mais un compte insaisissable. Et les comptes insaisissables sont réglementés non seulement par les prescrits des articles 50-51 qui renvoient à la législation nationale, et chez nous, il existe quelques comptes insaisissables que nous avons dans notre vidéo antérieure décrit largement, les comptes, notamment les comptes des règlements. Les comptes se trouvant auprès du dépositaire central, les comptes appartenant aux bénéficiaires des immunités d'exécution, etc. Tous ces comptes, si vous venez saisir ces comptes, le banquier aura l'obligation de déclarer, bien sûr, mais il va déterminer non seulement la nature du compte, mais également d'autres éléments. Il peut même vous dire, pour raison de prudence, mais cela n'est pas du tout une obligation légale, il peut vous dire que ce compte, c'est un compte insaisissable. Et si c'est un compte insaisissable, eh bien, il n'a pas l'obligation, il n'est pas tiers saisi. Il va vous déclarer, bien sûr, mais il ne va pas cantonner. Parce que cantonner, c'est également une forme de saisie. Le cantonnement ne peut se faire sur un compte insaisissable. Mais une grande question également survient. Il peut arriver que sur un compte déclaré insaisissable, on conteste et que le juge, après contestation, décide à ce qu'on puisse payer les créanciers. On puisse les payer. Dans ces cas, s'il y a une décision judiciaire et l'on vient signifier au tiers saisi la décision judiciaire, eh bien, le tiers saisi est obligé de payer sur présentation du certificat ou de la décision de rejet de la contestation. Parce que les débiteurs saisis n'a pas peut-être contesté ou qu'il a succombé. Il n'appartient pas au tiers saisi l'obligation de soulever l'exception de l'insaisissabilité devant les créanciers. Non. Là, alors, ça risque également d'être un manquement du tiers saisi. Et donc,
Je voudrais ici, en raison de temps qui nous est imparti, dire que tout le monde peut être tiers saisi par le fait que tout le monde a la capacité de détenir pour le compte de l'autre une somme ou d'autres biens, meubles corporels, etc. Et par ce fait, si vous ne vous occupez pas du tiers saisi, le créancier s'occupera de vous, c'est-à-dire tout le monde est censé être tiers saisi, tout le monde est ainsi obligé de comprendre et de connaître ce que c'est lui qui peut être considéré comme tiers saisi. Et donc, je crois que le présent ouvrage que voici, qui traite spécifiquement et profondément du tiers saisi à la lumière de la jurisprudence de la CCJA, près de 200 pages, exclusivement consacré au tiers saisi, est assez important, non seulement pour les juristes, mais pour tout citoyen. Tout citoyen, on sait que tout citoyen a la possibilité d'être créancier ou d'être débiteur, pourquoi pas être tiers saisi. Pour trouver cet ouvrage, vous pouvez, à tous égards, il y a plusieurs endroits où vous pouvez trouver ça. D'abord, les contenus de notre vidéo, www.info avec S, droitshumains.net. Ça, c'est le site. Vous pouvez également sur YouTube trouver Journal télévisé Droits humains. Ça, c'est YouTube. Journal télévisé Droits humains. Vous pouvez également contacter personnellement l'auteur sur plus 243 89 88 12 010. Vous pouvez également les contacter sur plus 243 81 17 79 409. Ça sont ces numéros de contact. Vous pouvez aussi, sur mon adresse email, landrypongowonia@gmail.com. Le site, c'est www.landrypongoavocat avec s.com. Alors, vous avez également la possibilité, pour ceux qui sont à Kinshasa, de passer dans la librairie Grand Lac sur le boulevard du 30 juin, passer au cabinet Landry Pongo au numéro 130 en face des chancelleries des ordres nationaux, boulevard du 30 juin toujours, deuxième étage de l'immeuble Elembo. Les différents palais de justice, notamment le palais de justice de la Gombe, les entrées, il y a des librairies, des petites librairies où l'on trouve ces ouvrages. Vous pouvez également aller sur la maison d'édition, les sièges de la maison d'édition, toujours sur boulevard du 30 juin, complexe Mwananteba. Et au sein de ces complexes Mwananteba, vous allez trouver la librairie, non seulement la librairie, mais également la maison d'édition Hans Kelsen, où vous pouvez lire à la source avoir ces ouvrages. C'est sur boulevard du 30 juin à Kinshasa, en face de la police de roulage. Vous pouvez également trouver, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, vous pouvez trouver ça à la CCJA, Cour commune de justice et d'arbitrage, donc au siège de la CCJA, à la bibliothèque de la CCJA. Au Cameroun aussi, à l'hôtel Montfébé, entre les mains de Madame Françoise, hôtel Montfébé. Vous pouvez également trouver Cameroun, là je parle de Yaoundé, à Douala également. Et on a également la possibilité de vous faire parvenir par voie DHL. Je vous remercie.